Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui ça va être une analyse monthly, c'est-à-dire qu'on va aller voir, étant donné qu'on est le 1er novembre, un petit peu la courbe logarithmique on va dire de Bitcoin. On va évaluer ici des scénarios assez intéressants je pense pour le long terme, et puis ensuite on ira faire l'analyse habituelle avec la potentialité d'une adoption des ETF spot d'ici demain. C'est une rumeur qui circule, on va aller la décortiquer, on va essayer tout simplement de décrypter ici qu'est-ce que ça pourrait nous dire. Allez, intro. Ok, on est là donc sur le Bitcoin en monthly, sur la courbe qu'on appelle Trololo ou l'arc-en-ciel de Bitcoin, la régression logarithmique avec plusieurs bandes, vous le voyez ici. La question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que cette courbe a toujours lieu d'être ou pas? Ici, qu'est-ce que je fais, étant donné qu'on en est sorti? Est-ce que je dessine des nouvelles courbes logarithmiques vers le bas? Ou alors tout simplement, est-ce que je remets un petit peu en cause ce modèle? Et est-ce que je vais chercher vers d'autres choses potentielles autour de ça. Je vais d'abord aller vous chercher une autre charte que je vais allumer tout de suite. Voilà, donc cette autre charte ici qui vous dit, bon, finalement que les trololos sont en train de se réduire, hein. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive plus ou moins à aligner tous les tops et les bottoms sur BTC en fonction de, là c'est une fire sale, c'est-à-dire Bitcoin est complètement sous-évalué, et ici il est temps plus ou moins de vendre. Sur ces prédictions là on arrive à des targets de 350 000 $ en 2025. Personnellement là où je dis, tout simplement je dis que ce qu'on peut voir c'est une forme de régression logarithmique des tops, c'est-à-dire que petit à petit les tops sont en train de se mettre à plat. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que en fait ce qu'on peut voir là-dedans c'est une succession de canaux qui sont moins importants à chaque fois en termes de pente, hein. C'est tout simplement ici relativement simple de le comprendre. Ici on avait une trend très agressive, ici finalement cette trend là devient un peu moins agressive, et là on est en train d'essayer de se battre pour essayer d'en tenir le niveau bas. Donc ici targeter des targets extrêmement importantes pour le prochain bull run s'il a lieu de Bitcoin, voudrait dire rester tout simplement dans cette trend là, et on peut déjà éventuellement se dire que on a un autre canal qui est éventuellement en train de se créer, qui lui-même est également plus à plat et qui lui-même pourrait se trouver finalement entre cette borne là et celle-ci, d'accord? Donc du coup on le voit, en tout cas c'est relativement propre, cette espèce de régression des tops qui finalement ont tendance à être de moins en moins importante. La courbe en S de l'innovation va un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que en général une innovation est d'abord fortement adoptée, ensuite elle trouve un plateau assez long, et ensuite elle est adoptée par la majorité finale, et après elle trouve un dernier plateau qui correspond les tout derniers réticents, hein. Ça correspond un petit peu à la courbe de l'innovation, je crois, de Schumpeter, si je me trompe pas. C'est-à-dire ici vous avez les early adopters, ici vous avez un peu de mal à conquérir le reste d'une majorité early, on va dire également. Ensuite là vous avez une forme de majorité qui est un petit peu plus latente, qui est un petit peu plus longue à faire cette adoption, et après vous avez l'adoption du reste de cette fameuse majorité, et dans la dernière courbe haute, on va dire, qui continue à augmenter un petit peu comme ça, et bien vous avez les tout derniers, les réticents, ceux qui disaient ici, Bitcoin ça ne vaut rien, c'est une folie. Ici on pourra dire que peut-être Warren Buffett viendra acheter du Bitcoin dans cette zone là, si jamais il est toujours vivant pour voir ça. Maintenant, en tout cas, tendance globale, régression des tops, d'accord? Et potentiellement, courbe en S d'une innovation qui se voit sur l'adoption de la voiture, l'adoption d'Internet, l'adoption des fax, toutes les courbes d'innovation fonctionnent un petit peu sur ce principe de la courbe en S. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc on peut s'attendre éventuellement à une mise à plat à un moment donné. La question c'est, cette mise à plat, est-ce qu'elle se fait entre 60 000 et 12 000 $, ou alors est-ce qu'elle se fait entre 150 000 et 1 million? Pour l'instant on ne le sait pas. Pour l'instant on n'a pas eu cette régression à plat. C'est-à-dire qu'ici, on n'a jamais encore buté, par exemple, sur un point qui nous dit, ça y est, on s'est mis à plat entre telle borne et telle borne, par exemple, pour se dire que voilà, on va rester là-dedans pendant un moment, et le moment où ça break, ça break. Bref,
Pour moi, voilà, le scénario, il est plus ou moins posé ici. On fait des tops qui sont de moins en moins agressives. On fait des bottoms qui suivent à peu près quand même cette ligne-là. Donc, on a effectivement cette espèce de canal, on va dire, de régression logarithmique qui se met en place. La question étant, au prochain move, comment ça va se passer. Si on prend le scénario, on va dire, moyen... Le scénario moyen, on va dire, ça serait de rester pour le moment, en tout cas, entre ces deux bornes-là. Et ce canal-là n'est que potentiel. Hein. J'ai juste tiré ici un canal entre le bas du Covid et le haut du dernier bull run. Possibilité de retester le bas ici, on en a parlé, les 18 500, c'est une possibilité qui existe. Et avec éventuellement derrière, imaginons un top autour des 245 000 $, ce que je pense être, on va dire, vraiment possible, c'est-à-dire un scénario où, on va dire, en tout cas, si on se base sur ces canaux-là, eh bien, on a typiquement quelque chose qui peut aller autour de 240. Pour moi, c'est une target viable pour le prochain bull run. La question, c'est à partir de où et à partir de quand, et quand est-ce que se trouvera ce prochain bull run. Est-ce qu'on pourra le timer avec le halving? Le halving, pour l'instant, c'est, on va dire, 3 tests réussis sur 3. Est-ce que 3 tests sur 3, c'est un bon backtest, ou alors est-ce qu'on est sur autre chose en termes de cycle de 4 ans, c'est-à-dire que est-ce que c'est plutôt des cycles de liquidité, est-ce que c'est plutôt est-ce que le fait que la rémunération des mineurs se divise par 2 ne va pas à un moment donné altérer cette narration, puisque finalement la rémunération étant de moins en moins importante, eh bien les mineurs risquent d'être mis à mal là-dessus, et ça c'est une question je pense qui vaut le coup d'être posée. Et est-ce que les indicateurs du type stock to flow par exemple, rareté programmée du Bitcoin via ces halvings, ou alors à l'inverse les indicateurs d'autres choses qui sont un petit peu dans la même idée, vont faire que le halving va réellement apporter ses promesses sur le prochain bull run, encore une fois s'il a lieu. Pour moi il faut un contexte macro quand même, donc je pense ici que Bitcoin va réagir en partie en fonction de son contexte macro. La clôture monthly, donc oui, je vous ai parlé, ici de ce canal éventuel. Encore une fois, c'est juste une possibilité. Si jamais ça n'a pas lieu, vous comprendrez que si on revient chercher le haut du canal ici, on est sur des targets bien plus importantes, de l'ordre du million, c'est-à-dire que on viendra probablement faire une latéralisation encore plus haut. Donc ici, vous le voyez, est-ce que ça c'est vraiment un top? C'est-à-dire est-ce qu'on continue finalement sur quelque chose qui est de l'ordre de la régression, ou alors tout simplement est-ce que ça c'est juste à considérer comme un top intermédiaire, et est-ce que finalement Bitcoin ne va pas aller à 1 million et trouver sa latéralisation peut-être entre, je ne sais pas, 1 million et 150 000 $, c'est une question qu'on peut se poser. Deuxième question également, est-ce que ici les 4000 n'est pas finalement un endroit où vous le voyez par 2 fois on a rebondi ici, et donc est-ce qu'on va pas se mettre à plat finalement entre 4000 et 60 000 $? Tout à fait possible. Encore une fois, il faut ici pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas se dire que rien n'est impossible. Il est tout à fait possible que Bitcoin aille à 4000 $, si jamais plus personne tout simplement n'en veut à 8, n'en veut à 12, parce que le prix continue tout simplement de dropper. Donc ces choses-là, il faut les intégrer comme des possibilités. À chaque fois, et c'est ce que j'explique beaucoup sur la chaîne, faites attention à ne pas vous enlever du champ des possibles, avoir un espèce de scope qui vous met des œillères et qui vous dit non mais c'est sûr, en 2025 on ira à 250 000 $ parce que machin crypto ou truc crypto a dit que c'était le cas. Ici on joue encore une fois des scénarios, et jouer des scénarios ça veut dire être prêt pour chacun des scénarios éventuellement, en tout cas en investissement c'est ce que j'aurais tendance à conseiller. La clôture monthly actuelle, elle se passe dans les mèches de ce qui s'était passé précédemment, d'accord? Donc on est ici sur les 35. C'est relativement normal qu'on vienne essayer d'enfoncer ces mèches. C'est une très bonne chose qu'on vienne le faire, hein, attention. Ici, vous voyez qu'on passe une résistance majeure qui était celle des 30-31 000 $, et ça, c'est une très bonne chose. Pour l'instant, en fait, finalement, on est en train d'attaquer ce pic-là. Comment ça va réagir? Eh ben, ça va être un petit peu la question du moment. On attend une très bonne news, encore une fois, sur l'adoption des ETF spot. Donc du coup, pour l'instant en tout cas, on est sur ces clôtures et un niveau qui nous présente à ce stade une forme de latéralisation. On va voir ce que ça dit derrière. Pour moi, ce qu'il y a éventuellement à aller chercher, c'est 38 500 ici, la clôture qui avait lieu là, et ça correspond également
En monthly, finalement, ce niveau-là correspond également à celui-là. On a eu 2 clôtures ici sur ces niveaux-là. Et ça, c'était dans le précédent bear market. Donc, du coup, est-ce qu'on ne va pas essayer d'aller retester ces points-là? Je pense que c'est juste une histoire de temps. C'est-à-dire qu'on parle ici des 38 200 $. Et éventuellement, je dirais même aller à l'attaque éventuellement du haut de ce pic, ou en tout cas de la clôture monthly qui avait lieu juste avant, c'est-à-dire quelque part autour des 43 000 $. Ça, c'est pour la clôture actuelle et comment elle s'est faite. En général, novembre est plutôt un bon mois sur la crypto. On l'appelle Moonvember. Donc du coup, c'est après October, vous avez Moonvember. En général également, quand on a fait un bon mois de septembre, et ça j'en avais parlé déjà en septembre, on fait derrière un bon mois de... Donc ça, c'est pareil, c'est, on va dire... 3 retests sur chaque cycle, 3 ou 4 retests, ou en tout cas 9 ans d'antériorité sur Bitcoin, 15 ans d'antériorité maintenant, excusez-moi, 15 ans d'antériorité sur Bitcoin nous permettent de dire que quand on a fait un beau mois de septembre, en général on fait un beau mois de novembre, octobre, novembre et décembre. Ces 3 mois sont plutôt bons. Est-ce que ça va aller push assez fort, ou est-ce que ça va tout simplement mettre à mal ce qu'il s'est dit par le passé sur le backtest des 15 dernières années? Je dis 15 ans, c'est le white paper, mais en fait on est plutôt sur, en termes de cotation, quelque chose comme 13 ou 14 ans. Mais on a eu un très beau mois de octobre et on s'attend peut-être potentiellement à un joli mois de novembre également. Les clôtures ici, il faut bien les intégrer. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc là, on parle vraiment, on descend dans le moyen terme. Vous voyez qu'on on a fait une étude de la très grosse time frame. On est petit à petit en train de descendre dans cette idée-là. Là où je dis attention à un éventuel scénario, c'est ce type de scénario-là de signe noir. Mais ça, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne. À savoir, je tiens une trend ici comme ceci. Je viens à la perdre. Finalement, je la reteste et je me fais rejeter. Et là, on avait une trend. Je vais plutôt vous le mettre en weekly. Vous allez mieux voir. Ici, on avait une forme de trend qui avait proposé une réaction ici, on la perd, on la reteste et on se fait rejeter. Alors là, par contre, on ne vient pas faire un plus haut, c'est-à-dire qu'on ne vient pas chercher au-dessus de cette structure-là, alors qu'à l'inverse, c'est ce qu'on vient de faire ici actuellement. Mais on avait également une trend qu'on a perdue et qu'on est en train de retester. Donc, je dirais attention dans la zone. Maintenant, pour moi, la news ETF n'est pas encore sortie, donc du coup, je considère que on a encore de l'upside éventuellement devant nous, en tout cas pour les prochains mois à venir. Voilà pour cette étude du Bitcoin. On va pas faire aujourd'hui Ethereum, etc., puisqu'on l'a fait assez poussé, et c'était hier soir, donc on n'a pas eu beaucoup de développement de prix depuis. On ira faire une conclue quand même sur les petites time frames sur Bitcoin, mais on va désormais passer autour de la news. Et la news, elle est que potentiellement, demain, il y a un meeting de la SEC, un closed to public, c'est-à-dire qu'ils vont se voir eux tout seuls, et ils vont discuter éventuellement de plusieurs choses. L'ordre du jour est sur Institution and Settlement of Administrative Proceedings. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en ce moment, on a des procès. Est-ce qu'on fait des settlements? Est-ce que, comment on réfléchit par rapport à ces procès-là? Et là, on pense assez facilement à Grayscale. Et Resolution of Litigation Claims, c'est-à-dire la résolution de choses qui peuvent éventuellement être problématiques également sur les plaintes, etc. Alors la SEC, on fait des meetings, c'est assez peu régulier, ça va être le premier d'ailleurs depuis que la SEC a perdu son procès contre Grayscale, mais on peut imaginer qu'ils vont parler crypto demain, d'où la rumeur que finalement les ETF spot pourraient être acceptés dès demain, ou en tout cas qu'on pourrait avoir des annonces de settlement par rapport à XRP par exemple, ou ce genre de choses. Écoutez, personnellement, je pense que la news ETF est imminente, je lui donne à peu près une 10-15 jours pour sortir. Maintenant, enfin en tout cas on voit dans les allers-retours, etc., que tout ça est en train d'être extrêmement chaud sur le feu. Imaginons qu'elle soit refusée déjà, comprenez bien que là pour le coup on va retrouver assez facilement les 20 000 $. Si jamais, ou repoussée, bien évidemment. Si jamais ça n'est pas le cas, et je pense que les ETF spot vont être acceptés, c'est quelque chose que je défends sur la chaîne depuis assez longtemps également, voire que je défendais déjà quand personne ne le défendait, à ce moment-là, bien évidemment, ça nous donnera une très belle action de prix et potentiellement une très belle bougie. Demain, le fait d'avoir dès demain une réponse est une possibilité. En tout cas, on sait que demain, ils vont parler de ça. Est-ce que derrière, il va y avoir une annonce? Et est-ce que ça va être éventuellement de dire, on lâche un peu sur la crypto, on lâche sur XRP, on lâche sur Grayscale, on propose que les ETF spot soient acceptés et mis en place dès lundi prochain, par exemple.
c'est quelque chose qui est tout à fait possible. En tout cas, ils ont un close meeting. Je ne mettrai pas non plus la maison là-dessus. Ce sera demain à 19 h. Il y aura peut-être une annonce à la fin de la part de Gary Gensler, mais en tout cas, c'est le premier close meeting de la part de la SEC depuis que Grayscale a perdu son procès. Donc, il va probablement être échangé des choses par rapport à Grayscale. Sur les ETF spots, je vois pas ici de narration qui dit voilà, ça y est, il n'y a pas écrit crypto, il n'y a rien écrit là-dedans, mais en tout cas, ils ont demain une réunion et ça vaudra le coup, je pense, d'être un petit peu attentif dans l'après-midi à ces diverses rumeurs, etc. Sur Wall Street Journal, les officiels qui vont débattre, est-ce qu'ils ont suffisamment augmenté les taux? Pas grand-chose ici, les US qui s'attaquent à la DeFi, mais on a déjà fait pas mal de sujets là-dessus. Pas grand-chose ici non plus. Hong Kong qui lance une app, le Exchange HK. SBF, pareil, on va passer, sinon on fera que des vidéos sur SBF. Ici, pareil, on passe également, donc du coup ça va être relativement mou sur les news aujourd'hui, mais je referai une vidéo ce soir où je ferai la synthèse de tout ce que nous a dit Jérôme Powell pendant son discours et de l'annonce des taux, bien évidemment, qui aura lieu à 19 h. Suivez bien, et ça sera pour vendredi, les chiffres du chômage. Aujourd'hui, en termes de earnings, on a pas grand-chose. Toyota, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de bouffe et un petit peu de voiture. Donc voilà. Derrière, on va faire la liquidité, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Ok, liquidation, donc on a liquidé hier 84 millions, à peine 18 millions sur Bitcoin plus Ethereum, donc beaucoup de liquidation sur les alts, et on a liquidé principalement du long. Le carnet d'ordre, pas grand chose depuis hier, donc on va passer là-dessus également. Ici sur les niveaux, vous voyez qu'on a pris ce niveau-là sur BTC à la hausse. Est-ce que désormais on se dirigerait pas vers les 34 000? On va aller en fin de vidéo une fois qu'on aura vu toute la liquidité pour éventuellement statuer là-dessus. Ensuite... les poches de liquidité, une jolie poche ici autour des 34 justement, une poche qui n'a pas été totalement nettoyée autour des 35, donc c'est pareil, on va aller voir en fin de vidéo quel pourrait être le scénario le plus probable. Sur Ether, pas de grosse position, assez peu de personnes en position en short ici, donc peut-être qu'on se dirige vers les 1777, petite poche de liquidité également autour des 1840 je dirais. En ce qui concerne la heatmap, on va aller ici sur le 12 heures d'abord, le sentiment sur les 12 dernières heures est plutôt shorter, j'ai l'impression, sur BTC. Sur la 7 jours, on a toujours cette grosse poche de liquidité au-dessus qui désormais nous donne un point chaud autour des 35 300. Et par contre, je dirais qu'il y a de la liquidité intermédiaire qui se trouve plutôt en bas ici, mais on a quand même un petit peu quelque chose au-dessus également, voilà, avec un plus bas autour des 34 et un point chaud autour des 33,8. Toujours de la liquidité à venir chercher éventuellement jusqu'aux 32 750 sur la weekly. En ce qui concerne Ether, on va faire que la 7 jours.
Et sur la 7 jours, c'est un petit peu le même constat que sur Bitcoin, sauf qu'en haut, on a peut-être un petit peu moins de monde que ce qu'on a sur Bitcoin. On n'est pas dans le jaune ici. Néanmoins, 1880 pourrait être un point à la hausse et 1715 pourrait être un point à la baisse. On va sur la... Alors d'abord, toute petite précision sur la courbe en S, par exemple. Avec Internet et l'adoption, l'information va de plus en plus vite. Donc ces courbes en S se font de manière de plus en plus rapide, d'accord ? Il est possible que la mise à plat, elle soit finalement là-dedans, ok ? Et c'est une possibilité, c'est-à-dire que on ait ce push finalement et que, on va dire, Bitcoin soit adopté sur une période d'une vingtaine d'années, tout mis bout à bout, et avec finalement une dernière partie, les derniers réticents qui, derrière, viennent adopter ceci sur un certain temps. Pour le moment, il est possible également que ça soit un flop, c'est-à-dire que cette adoption ne fonctionne pas, hein, bien évidemment. Mais pour le moment, pour moi, on continue à faire des tops de plus en plus hauts et on continue ici à faire des bottoms, même s'ils sont de plus en plus proches, puisque vous comprenez que par le passé, on a ici entre les bottoms un caractère exponentiel qui est petit à petit en train de se mettre à plat ici. J'aurais tendance à dire que quand vous allez voir cette courbe-là, le fait que les analystes commencent à mettre à plat, excusez-moi. Donc le fait que les analyses qui proposent ici toutes ces choses-là soient en train de refermer ici, vous le voyez, les trollolos, c'est-à-dire que finalement on les compresse, nous dit peut-être que tout simplement on arrive à cette forme de compression dorénavant. Pour l'instant, on estime que 4 à 5% de la population mondiale utilise la crypto, donc vous êtes très early et il n'y a aucun problème ici, encore une fois, à ne pas faire ce plat tout de suite et à continuer tout simplement à éventuellement aplatir. Donc il est tout à fait possible que cette latéralisation se passe entre 500 000 et 1 million de dollars par exemple, que sais-je. Comprenez bien ici qu'on regarde des choses à très fort horizon et on les regarde en logarithmique, donc on regarde une progression en pourcentage, ce qui permet une appréciation extrêmement forte des prix, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, sur BTC, dans les plus petites time frames, on va sortir ici du monthly. Le daily, bon, on a déjà fait une grosse analyse hier soir, donc on va pas, il est 11h du matin, donc on va pas ici nécessairement trop appuyer. Je vous ai rajouté ici les deux poches de liquidité. La question étant, est-ce qu'on vient d'abord en prendre une? Est-ce qu'on s'arrête au point chaud? C'est-à-dire ici 35,3 pour le point chaud. Personnellement, ça serait mon scénario privilégié, c'est-à-dire repousser une nouvelle fois et venir prendre éventuellement la liquidité au-delà de ça pour éventuellement derrière revenir rechercher la liquidité en bas. Mon scénario privilégié, il serait plutôt là-dedans. Maintenant, pour le moment, si on regarde ce range, on peut y voir éventuellement, et c'est pour ça que c'est mon scénario privilégié, un début de tendance haussière. Ici, on fait un plus haut qui est plus haut que celui-ci. Ici, on fait un plus bas qui est moins bas que l'autre. Et donc, du coup, on peut éventuellement se dire qu'au sein même de ce range, on a une petite tendance haussière ici qui est éventuellement en train de se créer. D'où mon idée d'éventuellement aller prendre la liquidité plutôt à 35,3 avant de venir la chercher en bas. Attention, journée de FOMC, donc du coup, il va y avoir des mouvements peut-être un petit peu fourbes dans la journée. Pour le moment, sur tous les derniers FOMC, j'ai trouvé qu'on n'avait pas une volatilité extraordinaire, donc Bitcoin réagit de moins en moins finalement aux narrations autour de l'inflation et c'est plutôt une bonne chose. On a actuellement un Bitcoin qui potentiellement se découple du S&P 500 et qui se découple également de l'or. On a un Bitcoin qui vit sa vie tout simplement parce qu'il a ces événements endogènes et ces événements endogènes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ETF Spot. L'ETF Spot va amener des institutions financières à investir sur Bitcoin si jamais Bitcoin propose une forme de diversification. Donc du coup, ici, ce découplage est intéressant. Comprenez bien que tout ce qui est gros fonds d'investissement, hedge funds, etc. Sont énormément basés sur tout ce qui est diversification et sont énormément en recherche finalement d'actifs qui eux-mêmes leur permettent de quelque part diversifier leur portefeuille au pluriel. Ici, on a cette très jolie trend. Je suis parti du bas ici, de là, et qui peut peut-être vous donner un signal. Il y a double signal ici. Alors d'abord, soit on est sur un triangle rectangle. Triangle rectangle, ça veut dire que ma résistance, elle est... Bon, on va même la calculer peut-être plutôt par ici. Triangle rectangle, ça veut dire que ma résistance, elle est là. Si jamais elle casse, on reproduit la taille du triangle au point de cassure. Donc ça nous emmènerait peut-être vers quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de casser la mèche précédente, c'est-à-dire... ici. Pour le moment, on l'anticipe, hein, ça n'a pas cassé, ça n'est nulle part. Avec un 38...
pourquoi pas, et relaisser à nouveau encore de la liquidité en bas, pourquoi pas également. Je serais étonné qu'à un moment donné on vienne pas chercher toute cette liquidité qui prend sa racine autour des 25-26 000 dollars dorénavant, et on en a même jusqu'à 20 000, mais pourquoi pas. Donc triangle rectangle possibilité. Si en revanche on perd l'accumulation qui est celle-ci, comprenez bien que du coup c'est le range qui va se mettre en place, et personnellement j'ai toujours défendu jusque là en tout cas l'idée d'un range entre 35 000 et 32 300 pendant un petit moment, le temps qu'on comprenne, qu'on intègre le fait qu'il y a eu cette poussée là. Bien évidemment, la news ETF Spot est imminente. Si jamais on avait effectivement l'ETF Spot, du coup, targeté 38 et plus n'est pas du tout une connerie, au sens où la chart nous dit peut-être potentiellement qu'on est sur une potentielle tendance haussière. Perdre par contre cette accumulation, et là, vous le voyez, on l'a mise en 1 heure. Mais je pense qu'on peut l'avoir en 4 heures, perdre cette accumulation, donc la hard closer en 4 heures voudrait plutôt dire revenir tester le bas qui est ici pour moi. Ici, il y a de la liquidité là-dessous, donc vous avez 2 niveaux ici éventuellement à targeter. Bref, voilà, sur la petite, on a fait vraiment une analyse ici monthly sur la grande time frame. Vous comprenez que c'est difficile de parler sur des très grosses TF. Et sur une progression qui a lieu, encore une fois, en pourcentage, donc du coup on parle vraiment de choses qui sont extrêmement volatile en termes de prix. Personnellement, targeter 240 000 pour le prochain move, le prochain gros move, hein, je parle ici quand tout sera mis à plat. Mis à plat, quand je dis mis à plat, c'est un contexte macro qui est favorable, également une régulation crypto qui est favorable aussi. Voilà, toutes ces choses-là, je pense que parler de 240 000 n'est pas offensant, entre guillemets. Un ETF spot qui fonctionne. Alors pour le moment, les ETF spot canadiens n'ont pas marché, on n'a pas eu énormément de valeur dessus. Peut-être que si ça venait des États-Unis et si ça venait de géants comme BlackRock, qui ont une force commerciale bien plus importante que celle qu'on peut avoir, c'est-à-dire que BlackRock va pousser auprès de vos banquiers pour que vos banquiers vous proposent une allocation, et là je parle pour les retail, mais vous comprenez que pour les grosses institutions, c'est à peu près le même système, sauf qu'ils vont plutôt ici fonctionner en direct avec les Morgan Stanley et les BlackRock, etc. Mais c'est une très bonne chose si jamais les ETF spot sont acceptés, tout simplement parce qu'on a un flot d'argent qui jusque-là n'arrivait pas dans Bitcoin, qui allait peut-être plutôt sur le CME, qui allait peut-être plutôt sur d'autres choses, qui allait peut-être dans MicroStrategy, qui allait peut-être dans le Grayscale BTC, qui allait peut-être dans d'autres vecteurs, qui aussi, lui, va être NNC, va être excité par le fait que on a ce vecteur fantastique qui est l'ETF Spot, qui peut effectivement pousser les prix vers le haut. Donc ETF Spot accepté, oui ou non, pour moi c'est oui et c'est imminent. Derrière, comment dire, réussite de l'ETF Spot, c'est-à-dire est-ce qu'on a effectivement du monde qui vient donner une allocation de portefeuille de l'ordre des 1%, est-ce que le beau monde vient se positionner sur Bitcoin? Ça c'est une autre question auquel le temps va répondre un petit peu plus tard dans le futur. Les targets pour moi, encore une fois, 240 000, aucun problème. Un retour aux 20 000, ça me paraît pas insultant ni déconnant également d'y penser. Maintenant, les 30 000 vont probablement proposer une réaction, 30-31 000, donc je demande à voir cette réaction, c'est ce que je dis depuis désormais plusieurs jours, si jamais on ne les traverse pas. Et attention aux signes noirs qui pourraient éventuellement nous emmener bien plus bas. Ici, comprenez bien que vous allez avoir des gens qui vont vous dire moi je suis sûr que ça va se passer comme ça, ils vont avoir une chance sur deux d'avoir raison finalement, et puis ils vont avoir raison une fois, donc on va se dire c'est des génies, et puis la fois suivante ils vont avoir tort, c'est-à-dire que une fois sur deux, demandez à quelqu'un de balancer une pièce en l'air, une fois sur deux ça sera pile, ou une fois sur deux ça sera face. Et à l'inverse, s'ouvrir, entre guillemets, ouvrir ses chakras à un peu tous les scénarios vous permettra d'avoir un comportement rationnel par rapport à chacune des réponses que vous donnera le prix. Et pour moi, c'est ça la bonne chose à faire, et c'est ce que font généralement la plupart des investisseurs. Néanmoins, il faut avoir un scénario privilégié. Il faut dire, moi je pense que ça va se passer comme ça, mais derrière, je garde la porte ouverte à cette solution-là également. Et donc du coup, je ne suis pas surpris si cette situation-là arrive, et je ne mets jamais en géopardie mon capital sur un scénario ou un autre par péché d'orgueil, d'accord. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir énormément d'humilité vis-à-vis du prix tout simplement. Je vous laisse là-dessus, je pense que j'espère que ça vous aura plu en tout cas. L'idée d'ouvrir deux scénarios ne veut pas dire être une poule mouillée, ne veut pas dire ça peut monter ou ça peut descendre. Encore une fois, moi l'idée de cette chaîne ça a toujours été de dire voilà les deux scénarios, et voilà le scénario que je privilégie. Parfois j'ai raison, parfois j'ai tort, mais en tout cas, j'ai toujours plus ou moins un œil sur la
possibilité et la capacité de la solution que je n'ai pas envisagée comme étant la privilégiée à arriver, et du coup j'ai toujours un coup d'avance un petit peu sur à la fois mes réussites mais aussi mes éventuels échecs. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, aujourd'hui on va parler de l'USB-C sur nos portables. J'ai vu que Apple, désormais les nouveaux téléphones Apple étaient aussi en USB-C. Par contre j'ai changé de téléphone il n'y a pas longtemps et pour avoir la charge rapide, j'ai quand même été obligé d'acheter le câble propriétaire Samsung en l'occurrence. C'est-à-dire que j'avais déjà plein de câbles en Huawei pour avoir cette fameuse charge rapide, et pourtant ça ne fonctionnait pas. Il a fallu que j'achète le vrai chargeur Samsung. Donc finalement on se fait un petit peu avoir par tout ça. Je crois que c'était l'Europe à ce moment-là qui avait demandé à ce que tous les câbles soient équivalents, finalement il n'en reste pas moins que si vous voulez avoir une charge plus rapide, ça reste néanmoins une bonne chose, hein, mais vous êtes obligé d'acheter le câble propriétaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est même pas une question en fait, finalement c'est plutôt une réflexion globale sur l'obsolescence programmée et cette capacité à vous charger une vente annexe au moment où vous achetez votre téléphone finalement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Non, on se retrouve ce soir, excusez-moi, avec l'analyse du discours de Jérôme Powell que je sortirai je pense vers 21h une fois que j'aurai fait la vidéo. Passez tous une très bonne journée, à demain, ciao.